Donc merci beaucoup pour cette invitation. Donc, quelques mots pour vous parler d'un sujet qui m'est cher, sur lequel je travaille à l'ENS, au sein d'une équipe qui est en train de se monter, qui s'appelle le PARSEC, le Paris Recherche Santé Environnement Climat, sur les liens entre l'atténuation du changement climatique et la santé publique. Alors, pour cadrer un tout petit peu cette présentation, donc, qui va être assez courte, une vingtaine de minutes, je vais parler très brièvement pour évacuer un petit peu le sujet, parce que vous l'avez vu, c'est pas dans le titre de la présentation. Je ne vais pas parler, je vais parler très vite des effets du changement climatique sur la santé. Ces effets du changement climatique sur la santé, ils commencent à être très bien documentés. Le GIEC en a fait une synthèse dans son rapport de 2022 sur les effets d'ores et déjà observés. On ne parle pas de projection ici, on parle des effets d'ores et déjà observés du changement climatique sur la santé. Vous avez sans doute entendu la semaine dernière, le Lancet Countdown Europe a fait la mise à jour annuelle des effets déjà observés là aussi et projetés pour la région européenne. Donc ces effets pour le changement climatique, c'est maintenant, c'est pas pour demain, ils sont d'ores et déjà observés. Ce que vous voyez, c'est qu'à l'échelle mondiale, toutes les régions sont concernées. Donc, autrement dit, aucune région n'est à l'abri, aucune région du monde n'est à l'abri des effets du changement climatique sur la santé. Dans ce rapport, donc il y a un chapitre dédié dans le rapport du groupe 2 du GIEC sur ces effets. Le GIEC nous dit que jusqu'à une certaine mesure, on peut mettre en place des mesures d'adaptation pour s'adapter au niveau de réchauffement climatique d'ores et déjà acté, mais que ces limites d'adaptation, cette adaptation a des limites. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain niveau de réchauffement climatique, on ne pourra plus s'adapter, il y aura donc des pertes et dommages en effet de santé, donc en vie humaine, en coûts, pertes et dommages sur des coûts humains et sanitaires de ce changement climatique. Ce qui en tout cas appelle à mettre en place l'autre volet de la réponse au changement climatique, qui est celui de l'atténuation. Le fait de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour s'attaquer aux problèmes à la source et pas seulement s'adapter aux effets d'ores et déjà présents. Donc ça, c'est le volet de l'atténuation, et je vous apprends rien en vous disant qu'en ce moment, ce sujet n'a pas forcément le vent dans le dos, comme beaucoup d'autres, et voilà, comme pas mal de sujets de santé publique par ailleurs. Quand on fait le compte des engagements des États en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on n'arrive pas à atteindre l'objectif de l'accord de Paris. L'objectif de l'accord de Paris, vous le savez, c'est un réchauffement climatique limité à 2 degrés, voire 1,5 degré. L'objectif 1,5 degré est déjà virtuellement dépassé. L'objectif de degré nécessiterait qu'on suive des courbes de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui diminuent fortement, rapidement dans les toutes prochaines années. Or, quand on somme les engagements des États, on est plutôt sur des trajectoires d'émissions de CO2 qui nous amènent vers des niveaux de réchauffement de l'ordre de 2,5, 3, peut-être 3,5 degrés de réchauffement climatique. On n'y est pas. On a besoin de nouveaux arguments pour, quelque part, réenclencher, redynamiser les efforts internationaux, locaux, enfin, toutes les échelles, pour engager cette transition climatique et donc la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Et en ça, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui, peut-être que le secteur de la santé a un message à faire porter. Alors déjà, ce message, je reviens à mon premier message, c'est que le message, c'est de mettre en avant le fait que le changement climatique est une menace pour la santé publique. Très honnêtement, le secteur de la santé, de la recherche en santé a mis un peu de temps à s'intéresser, à voir venir la menace du réchauffement climatique. C'est beaucoup plus le cas sur les dernières années. Toutefois, quand on regarde la science qui est produite sur les liens entre changement climatique et santé, ce qu'on constate, c'est que 80% des efforts de recherche sont axés sur les impacts du changement climatique sur la santé. Alors c'est très important pour voir venir la menace, pour se préparer à cette menace, pour enclencher des mesures d'adaptation, pour les dimensionner, mais on peut se demander si finalement on n'en revient pas à ce travers, peut-être un travers, c'est un questionnement de la communauté scientifique dans la communication face au changement climatique, qui est de mettre en avant les risques du changement climatique en pensant que ce sera suffisant pour enclencher l'action. Ce qu'on fait dans la santé, les sciences de la communication nous expliquent que face à la façon dont on communique sur le changement climatique en mettant en avant des risques futurs ou des risques pour d'autres régions du monde, on a le risque d'avoir un phénomène de distanciation temporelle, donc c'est des risques qui vont nous menacer demain, de distanciation spatiale, c'est des risques qui menacent d'autres régions du monde, les pays insulaires, les pays tropicaux, mais pas forcément nous tout de suite. Et donc c'est peut-être pas la meilleure façon de communiquer pour finalement ce résultat, qui est celui d'enclencher une action sociétale à la mesure du changement climatique. Et c'est ce qui nous invite en tout cas dans nos pratiques de recherche à essayer de laisser un peu plus de place à ce que vous voyez, c'est-à-dire les liens entre changement climatique et non pas impact en santé,
enfin non pas impact du changement climatique sur la santé, mais plutôt effet des politiques d'adaptation ou d'atténuation sur la santé. Pourquoi ? Parce que, on a là quelque chose qui est peut-être une fenêtre d'opportunité, que le GIEC l'a aussi mis en avant, ce qu'on appelle les co-bénéfices pour la santé de l'action climatique, le fait que des objectifs d'adaptation ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre permettent également de générer des bénéfices dans le domaine de la santé. C'est ce qu'on appelle les co-bénéfices. L'objectif principal, c'est de s'attaquer au problème du changement climatique, mais au passage, on gagne sur le volet de la santé. Et le GIEC nous dit également que la mise en avant justement de ces co-bénéfices peut être un argument très fort à la mise en action à l'implémentation de politiques climatiques. Alors, ça peut paraître un petit peu mystérieux, cette notion de co-bénéfice, mais finalement, quand on regarde un petit peu les causes principales des émissions de gaz à effet de serre d'un côté et des décès, les principales fardeaux de maladies de l'autre, donc un regard climatique à gauche et un regard de santé publique à droite, ce qu'on voit, c'est que pour beaucoup de maladies chroniques, maladies invalidantes, non transmissibles, qui génèrent un fardeau non négligeable, ces maladies trouvent une partie de leur source aux mêmes racines que le réchauffement climatique. La pollution de l'air, 5 millions de décès par an, c'est 8 millions de décès par an, pardon. Parmi ces 8 millions, 5 millions de décès attribuables dans le monde à la pollution de l'air sont attribuables à la combustion des énergies fossiles qui représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre. Même cause, même racine à ces deux problèmes. L'énergie fossile, on brûle, on la brûle principalement et surtout en France dans le secteur des transports, donc les moteurs thermiques des véhicules, c'est également un large contributeur au manque d'activité physique qui serait responsable d'environ 4 millions de décès par an à l'échelle humaine. Et enfin, un deuxième secteur au-delà des énergies fossiles contributeur aux émissions de gaz à effet de serre, c'est celui des systèmes agricoles. Ces systèmes agricoles qui sont directement liés à un paysage de l'alimentation qui génère près de 15 millions de décès par an, d'après le dernier rapport Lancet-HIT, la commission Lancet-HIT que vous connaissez sans doute. Donc on parle bien de convergence qui fait que par l'action climatique, on peut arriver à toucher en même temps des déterminants de la santé qui sont des déterminants si on peut dire. C'est-à-dire qu'on peut s'attaquer à des problèmes, à des fardeaux de maladies qui sont loin d'être négligeables. Alors, on a eu en 2023 un premier effort qui a été lancé pour documenter les actions empiriques observées sur la base observationnelle, des actions, des mesures d'émissions de réduction de gaz à effet de serre qui, par là même, étaient documentées comme ayant un impact positif sur la santé. C'est une autre commission Lancet qui s'appelle le Lancet Pathfinder qui est hyper intéressante dans ses travaux et qui a documenté près de 200 mesures qui avaient fait l'objet d'une double évaluation, donc une évaluation des bénéfices en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est ce que vous voyez ici, qui est mesuré en termes ici sur la partie gauche, en termes d'abattement de gigatonnes de CO2, donc les réductions d'émissions de gaz à effet de serre produites, et à droite, les gains de santé en termes d'années de vie gagnées. Donc certaines mesures, dans certains secteurs d'activité, l'électrification de la production d'énergie, les transports, l'alimentation, et parfois également des mesures multisectorielles, permettent de gagner sur les deux tableaux, à la fois les émissions de gaz à effet de serre et à la fois la santé par différents cheminements, en traitant, comme on le voit, par exemple, des actions dans le domaine des transports permettent des réductions, mais également permettent d'augmenter l'activité physique et avoir un impact en termes de maladies cardiovasculaires et des résultats sur les outcomes de santé. Donc ça, ce sont des mesures d'ores et déjà mises en place, qui ont été évaluées, doublement évaluées, encore une fois, sur le volet climatique et santé. Et donc on a un répertoire d'actions, de mesures qui marchent pour gagner sur ces deux tableaux. Le problème, et j'en ai parlé, c'est que par rapport à des questions climatiques, on n'a pas seulement des objectifs de moyens. Il ne s'agit pas de mettre quelques mesures en place, on a des objectifs de résultats. Il nous faut atteindre la neutralité carbone, le fait que les émissions de CO2 diminuent et soient compensées par les puits naturels ou artificiels de CO2. Et cette neutralité carbone, c'est la condition physique pour limiter le réchauffement climatique, pour que le réchauffement climatique cesse de s'aggraver. Donc voilà, c'est cet objectif de neutralité carbone qui demande de mettre en place tout un ensemble de mesures, et pas seulement quelques mesures, tout un ensemble de mesures multisectorielles qui permettent, là encore une fois, de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre et de compenser les dernières qu'on n'arrivera pas à réduire parce que certaines émissions liées par exemple à la production agricole sont très compliquées à abattre totalement. Et donc, qu'est-ce que donne ce paysage de convergence entre des enjeux de santé publique et des enjeux climatiques, cette fois-ci dans une perspective de neutralité carbone, avec cet objectif
de résultats et pas seulement de moyens. Alors la neutralité carbone, donc déjà une première chose, c'est qu'on a, dans notre équipe, on a réalisé ce travail qui était une revue de la littérature sur tous les scénarios d'évaluation de bénéfices santé accolés à des scénarios modélisés. Alors, je reprends, je me suis embrouillé moi-même. Toutes les études qui modélisaient les effets sur la santé de scénarios de neutralité carbone. D'accord ? Donc pourquoi modéliser ces effets sur la santé? Parce qu'à l'heure actuelle, aucun territoire, aucun pays n'a atteint la neutralité carbone. Donc on est obligé de passer par des outils de modélisation. Et donc on a identifié environ 100 scénarios dans une soixantaine d'études qui, encore une fois, modélisaient les effets attendus de l'atteinte de neutralité carbone, les modifications dans certains secteurs d'activité, dans certains déterminants de la santé et les effets sur la santé. Et ce qu'on a pu voir, c'est que dans tous ces scénarios, sauf un, les mesures qui permettaient d'atteindre la neutralité carbone étaient associées à des gains de santé. Donc, tout ce qui est bon pour le climat est bon pour la santé dans ces scénarios, à quelques petites exceptions près qui sont anecdotiques et on pourra en revenir si vous le trouvez. Dans ces études, donc la plupart, le déterminant majeur de la santé qui a été le pathway, le déterminant de la santé qui a été le plus étudié pour des questions méthodologiques, c'est la qualité de l'air. C'est très facile avec les modèles des climatologues de regarder à la fois ce qui se passe, d'évaluer des mesures de réduction de gaz à effet de serre au regard de l'objectif de neutralité carbone et de regarder ce que ça donne en termes de polluants atmosphériques. Et donc, la partie importante, c'est que dans ces études qui chiffraient le gain de mortalité lié à ces mesures de neutralité carbone, en médiane, donc on a une grande dispersion, on a des gains qui vont de quelques points de pourcentage à jusqu'à 15 à 20% de décès prématurés évités. En médiane, 1,5%. Alors ça ne paraît pas énorme, 1,5% de décès évités. L'alcool à l'échelle mondiale, c'est environ 3% des décès évités. Donc des politiques qui permettent d'atteindre des niveaux qui seraient ceux attendus d'une politique de santé publique permettant de réduire de la moitié la consommation d'alcool, c'est quand même quelque chose qu'on appelle une politique de santé publique ambitieuse. Donc le message derrière ça, c'est que des politiques de neutralité carbone génèrent des bénéfices, pourraient générer des bénéfices attendus en termes de santé publique qui sont larges, très larges, du niveau de ceux de politiques de santé publique ambitieuses. D'autres termes, on peut et on devrait présenter des politiques de neutralité carbone comme des politiques de santé publique. L'autre point, c'est que pour les quelques études qui ne regardaient pas seulement la pollution de l'air, mais également les effets en termes d'activité physique et de nutrition, on arrivait à des chiffres beaucoup plus impressionnants. 5, 10, 15% des décès prématurés évités. Donc ce premier message, encore une fois, que les bénéfices pour la santé de politiques de neutralité carbone peuvent être grands, voire très grands, d'après ces études de modélisation. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que parmi ces études, certaines allaient faire cette évaluation que les économistes appellent des analyses coûts-bénéfices, que vous connaissez sans doute, et qui permettaient de chiffrer, d'une part, les coûts des mesures de politique de réduction des gaz à effet de serre, combien ça coûte techniquement, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et dans la balance, le comparer aux gains de santé. En valorisant ces gains de santé, les économistes ont plusieurs outils pour monétariser les gains de santé, la valeur d'une vie statistique par exemple, ou la propension à payer. Et bien pour les études, les quelques études qui allaient jusqu'à cette analyse coût-bénéfice, ce qu'on voyait, ce qu'on a mis en évidence, c'est que 11 de 13 études qui faisaient cette analyse coût-bénéfice montraient que les gains de santé associés à ces politiques de neutralité carbone compensaient, voire surpassaient les coûts de mise en œuvre de ces mêmes politiques. En d'autres termes, quand on met les gains de santé dans la balance, on se rend compte qu'il est socialement pertinent et rentable d'investir dans des politiques de neutralité carbone. Donc ça, le GIEC et même la Cour des comptes récemment l'avait rappelé, on sait l'inaction climatique coûte plus cher que l'action climatique. Ça nous coûtera plus cher de réparer les dégâts plutôt que d'agir aujourd'hui. Mais en fait, ça ne prend même pas en compte les questions de santé. Quand on met la santé dans la balance, on se rend même compte que finalement, agir aujourd'hui génère des gains qui surpassent les coûts. Si, encore une fois, le diable est dans les détails, et le diable dire que ça, c'est vrai quand on arrive à mettre les gains de santé dans la balance économique, dans ces calculs de coût-bénéfice. Alors, ça sonne peut-être un petit peu mystérieux. Comment on fait dans le concret pour évaluer les impacts sanitaires de ces mesures d'atténuation? Eh bien, pour ça, on se base sur ce qu'on appelle des scénarios de neutralité carbone, qui sont des projections d'évolution de différents secteurs d'activité à l'échelle d'un pays, d'un territoire, en vue d'atteindre la neutralité carbone. Ces scénarios, ils se basent sur des données détaillées dans différents secteurs d'activité. Si par exemple vous avez les évolutions attendues du mix énergétique dans un scénario bas carbone pour la France, avec, c'est logique, une disparition des énergies fossiles dans le mix énergétique, eh bien, ces détails qui sont présents dans ce scénario de neutralité carbone
avec les outils de l'épidémiologie et de la modélisation des expositions, on peut les traduire en évolution de déterminants environnementaux ou sociaux de la santé, ou socio-comportementaux de la santé, qui sont pertinents pour la santé. Typiquement, on peut traduire une évolution du mix énergétique liée notamment à la combustion des énergies fossiles en évolution des concentrations en particules fines. Ça, on a les outils pour le faire. Quand on a des évolutions de concentration en particules fines, eh bien, on peut les mettre en relation avec des relations dose-réponse qui relient ces concentrations de particules fines à de la mortalité toute cause. C'est une démarche d'évaluation quantitative d'impact sanitaire comme le fait Santé publique France très régulièrement. Et on peut ainsi calculer l'impact sanitaire de l'évolution de la qualité de l'air en lien avec des mesures de politique, avec des mesures climatiques. Ce champ, cette modélisation, on peut la faire dans le volet de la qualité de l'air. On peut également de la même façon le faire dans l'alimentation, car ces mêmes scénarios décrivent des transformations dans les systèmes agricoles qui ensuite peuvent être modélisés sous forme de régimes alimentaires moyens dans ces scénarios. Et pour des régimes alimentaires, là aussi, on a dans la littérature scientifique de nombreuses relations dose-réponse qui relient la consommation de certains grands types d'aliments avec des risques de mortalité toute cause. Et donc, ce qui permet là aussi cette évaluation d'impact sanitaire de l'alimentation dans des trajectoires de neutralité carbone. Le dernier déterminant de la santé, c'est celui de l'activité physique liée au transport. Encore une fois, on a dans ces scénarios une projection de l'évolution de la demande passager en transport, des kilomètres parcourus en voiture, à pied ou à vélo, ce qui peut se traduire par une évolution de l'activité physique, là encore, qui est un déterminant très important de la santé et pour lequel on a des relations dose-réponse, l'activité physique liée à la pratique des transports actifs, qui est en lien, qu'on peut relier à des risques de mortalité toute cause. Alors ce travail, on l'a effectué non pas dans un scénario de neutralité carbone, mais dans 4. L'ADEME, que vous connaissez sans doute, l'Agence de la transition écologique, a généré non pas un scénario de neutralité carbone, mais 4 scénarios qui projettent 4 futurs très différents pour la France, dans lesquels on atteint la neutralité carbone avec par des voies très différentes. Dans certains scénarios, c'est vraiment le levier de la sobriété, donc des efforts organisés de la société pour réduire notre consommation d'énergie et de matériaux. Et dans d'autres scénarios, c'est plutôt le levier technologique. On ne change pas trop les modes de vie, on change la technologie. Donc si on veut caricaturer ça dans le secteur des transports, pour atteindre la neutralité carbone, pour décarboner les transports, on peut le faire soit en modifiant de manière assez importante les modes de transport, les habitudes, pour recourir au transport en commun, au transport actif, ou alors on peut, entre guillemets, se contenter d'électrifier le parc automobile. Des deux façons, on peut atteindre la neutralité carbone. Ces deux scénarios sont plus ou moins équivalents d'un point de vue climatique, ils ont été construits pour. Ils ne le sont pas nécessairement en termes de santé. Pourquoi ? Parce que ces deux types de scénarios projettent des évolutions des transports actifs très différentes. Dans les scénarios les plus technologiques, finalement, on n'a pas besoin de recourir au vélo ou à la marche à ces transports actifs. Et de fait, quand on développe cette méthode d'évaluation d'impact sanitaire, on se rend compte que les scénarios les plus technologiques passent complètement à côté de gains de santé qui sont obtenus dans les scénarios plus sobriété qui, là encore, reposent sur des augmentations de la marche et du vélo et que ça se chiffre en dizaines de milliers de décès évités dès l'horizon 2035. Donc les scénarios les plus sobres, les scénarios 1 et 2 de l'ADEME, se traduisent par un nombre de décès prématurés évités de l'ordre de 10 000 à 20 000 décès chaque année en 2035, là où les scénarios plus technologiques passent à côté de ces gains pour la santé. En d'autres termes, différentes options, tout ce qui est bon pour le climat est bon pour la santé, c'était le premier message, mais différentes options de décarbonation ne sont pas équivalentes en termes de santé. Et donc, le corollaire de ça, c'est que le secteur de la santé a également son mot à dire dans ces enjeux autour de transition bas carbone. On entend beaucoup parler d'enjeux industriels, d'enjeux du devenir emploi, et on n'entend jamais parler d'enjeux de santé. Encore une fois, le secteur de la santé a peut-être un message important à porter. Alors, je vais passer un peu plus vite sur ces résultats. Donc, la même démarche, on la développe pour modéliser l'évolution de la qualité de l'air dans ces mêmes scénarios. Pour le dire rapidement, là, les bénéfices pour la santé sont également très importants, de l'ordre de 20 000 à 30 à 40 000 décès évités chaque année du fait de l'amélioration de la qualité de l'air liée à la transformation des différents secteurs dans une perspective de neutralité carbone. Ici, pour la qualité de l'air, les 4 scénarios sont plus ou moins équivalents pour des raisons assez différentes, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Certains décarbonent plus vite les transports, d'autres plus vite le résidentiel. Donc la qualité de l'air est un autre des grands déterminants de la santé qui peut être très favorablement amélioré. On arrive à l'échelle de 2035 à réduire de près de moitié le fardeau de la pollution de l'air, là encore par des politiques qui sont prioritairement des politiques climatiques.
Mais le levier qui est peut-être le plus intéressant, le plus important quantitativement, c'est vraiment celui du régime alimentaire, où on fait la même démarche. Pour le régime alimentaire, comme je l'ai dit, on a des relations dose-réponse pour une dizaine de familles d'aliments, ce qu'on arrive à mettre dans un modèle qui, par ailleurs, prend en compte les évolutions attendues dans ces mêmes scénarios. On voit que les mêmes scénarios de neutralité carbone, par exemple, font des hypothèses toutes à la baisse en termes de consommation de viande rouge, mais certains beaucoup plus que d'autres. Dans les scénarios les plus frugaux, on diminue la viande rouge de l'ordre d'un facteur 3 ou 4, là où il la diminue que d'un facteur que de 60%, de 40% dans les scénarios plus technologiques. Et bien ça se traduit par des gains de santé vraiment massifs, de l'ordre de 50 000 décès par an dès l'échelle 2040. On a une montée en charge, on a une temporalité qui est un petit peu différente pour les gains de santé associés à l'alimentation. Mais là encore, la transition vers des régimes alimentaires qui sont durables d'un point de vue climatique est également très favorable en termes de santé, avec des gains de santé qui sont vraiment beaucoup plus importants dans les autres secteurs. C'est cohérent avec ce qu'on sait de l'impact du déterminant de la santé qu'est l'alimentation, qu'on peut relier à près de 20% des décès toutes causes dans un pays comme la France. Et donc, on peut, encore une fois, dans une perspective de neutralité carbone, projeter des transitions alimentaires qui soient également très largement favorables à la santé. Donc, un point de conclusion, vous voyez que l'enjeu, l'idée derrière ces travaux de recherche, c'est d'identifier et de documenter, de quantifier toutes les convergences qu'on a entre des objectifs climatiques et des objectifs de santé publique. Ces convergences, on les a déjà quantifiées, on est en train de le faire dans la qualité de l'air, l'activité physique, l'alimentation, mais on peut déplier ces politiques climatiques dans d'autres domaines et identifier d'autres convergences et d'autres co-bénéfices et encore très favorables à la santé. Un des exemples, c'est le bruit. Des mesures de transition bas carbone dans les transports sont également presque toutes des mesures qui vont permettre de réduire le bruit des véhicules. Deuxième facteur de risque environnemental en France, le bruit, après la pollution de l'air. Les espaces verts urbains qui sont une politique d'adaptation au changement climatique. On sait que c'est une façon de réduire les effets d'îlots de chaleur urbains, donc le stress thermique en ville notamment. Eh bien, on sait que les espaces verts urbains sont également associés à de très larges bénéfices de santé publique, en santé mentale, en réduction de l'exposition au bruit, là encore, ou à la pollution de l'air, en promotion de l'activité physique ou des liens sociaux. Et là aussi, c'est une des dimensions dans lesquelles on développe ces évaluations de risque. Et le dernier point, c'est que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait, vous savez, je ne vous fais pas cet élément ici, que vous connaissez, des politiques de santé publique qui soient à même de générer des gains de santé tout en réduisant les inégalités sociales, c'est quelque chose qui ne court pas les rues. Or, là, on parle de prévention environnementale et on a plusieurs éléments qui nous laissent penser que ces mesures de politique climatique, si elles sont mises en place de manière attentive, permettraient là aussi de réduire les inégalités sociales de santé, ce qui est encore une fois, quelque part, un défi en santé publique. Et donc, je vais conclure sur ce point qui, au-delà de cette notion de convergence entre des objectifs climatiques et des objectifs de santé, sur le changement de cadrage que permet d'attaquer des questions climatiques par l'angle de la santé. On le sait, la perspective climatique, elle présente un problème d'échelle qui fait que pour un décideur politique ou même la population générale, elle n'est pas très engageante. Pourquoi ? Parce que le climat, c'est un problème pour lequel il faut changer nos habitudes maintenant, mais les bénéfices climatiques sont à attendre sur le long terme. On sait que pour atteindre la neutralité carbone, il faut engager des transformations importantes maintenant, mais que, compte tenu de l'inertie de la machine climatique, il va falloir attendre des décennies, peut-être des siècles, pour que les températures reviennent à la baisse, Et donc ça, voilà, on sait qu'on n'est pas très bien câblé en termes d'êtres humains pour préférer, en tout cas pour consentir à des efforts aujourd'hui si les bénéfices se présentent dans le futur plus ou moins lointain. L'autre point qu'on connaît aussi très bien, c'est que ces bénéfices climatiques, ils sont d'une certaine façon dilués et ils dépendent de l'action des autres pays. Si demain la France atteint la neutralité carbone d'un coup de baguette magique, il ne fera pas moins chaud en France si les autres pays ne réduisent pas leurs émissions là aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous incline à la stratégie du passager clandestin. Eh bien, ces deux problèmes d'échelle, une échelle temporelle et une échelle d'articulation locale et globale, quelque part, elles disparaissent quand on adopte sur des mesures de transition climatique une perspective de santé publique. Pourquoi ? Parce qu'on parle ici de bénéfices de santé publique qui sont sur le court terme. Agir dans le domaine des transports, de l'alimentation, de la pollution de l'air,
avec des énergies fossiles, ça présente bien des bénéfices climatiques sur le long terme, mais ça présente des bénéfices de santé, on l'a vu, et ces bénéfices de santé sont sur le court terme, voire le très court terme. Améliorer l'activité physique, ça génère des bénéfices de santé à l'échelle de quelques jours, quelques mois. Et c'est la même chose pour la pollution de l'air, un petit peu plus diluée dans le temps pour l'alimentation, mais ça n'a rien à voir avec les échelles de temps dont on parle pour le climat. Et l'autre point, c'est que ces bénéfices, ils sont quelque part récoltés, ils sont perçus, ils sont reçus par les populations qui consentent à l'effort, quoi que fassent les autres pays. Et ça change aussi très largement le cadrage sur ces enjeux. Je vous le disais, si la France devient neutre en carbone d'un coup de baguette magique, il ne fera pas moins chaud chez nous que dans les autres pays, mais ce sera bien en France et pour la population française qu'on aura une meilleure qualité de l'air, un meilleur niveau d'activité physique, une meilleure qualité des régimes alimentaires. Et donc ça ne dépend pas des politiques de réduction en Chine, aux États-Unis, comme on entend souvent. Donc voilà pour vraiment le message et ce en quoi l'aspect de la santé peut potentiellement permettre un changement de cadrage autour de ces enjeux climatiques dans une perspective de passage à l'action bien plus favorable. Ce qui est vraiment le message principal avec ces trois messages que je rappelle. Le premier, c'est que il faut vraiment avoir en tête que les gains de santé associés à ces politiques de transition bas carbone sont grands, voire très grands, et qu'on peut et qu'on devrait peut-être présenter des politiques climatiques comme des politiques de santé publique, en tout cas on est légitime à le faire, que ces co-bénéfices sanitaires, ces bénéfices de santé peuvent très largement excéder les coûts de mise en œuvre des politiques climatiques, et enfin que du point de vue de la santé, toutes les options de décarbonation ne se valent pas, et du coup, d'une certaine façon, le secteur de la santé, le champ de la santé, a son mot à dire dans ces débats autour de la neutralité carbone. Voilà, et donc ce sont en tout cas des résultats et des réflexions que dans notre équipe, on essaye de diffuser le plus largement sous des formats très différents, donc des policy briefs, j'en ai mis quelques-uns en 6 pages, en 30 pages, si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, et puis un livre que j'ai publié il y a un mois sur ces sujets aux éditions Payot. Et voilà, un travail d'équipe comme toujours, et donc je remercie les différents contributeurs au sein de notre équipe, et puis également ceux avec qui on travaille dans le domaine de la qualité de l'air ou de l'alimentation. Et merci beaucoup. Émerveillé et très heureux de vous avoir entendu. Merci beaucoup. Merci. Il y a un point qui pourrait rentrer dans les co-bénéfices qui ne me semble pas avoir été évoqué, qui est celui de la responsabilité. Et je veux dire, avec le principe qu'on est dans un monde mondialisé où ce n'est pas les pollueurs-payeurs, c'est les utilisateurs qui sont payeurs, y compris au niveau de leur santé. Et je pense que si on travaillait de la même façon que vous avez travaillé sur le plan des co-bénéfices, sur le plan, je vais dire un gros mot, sur le plan moral. C'est-à-dire que, si vous voulez, il faudrait que les responsables, que ceux qui gagnent de l'argent en polluant, eh bien, soient sanctionnés par l'argent. Je ne sais pas si je suis... Oui, si, c'est tout à fait clair. Mettre en place une responsabilité pollueur-payeur sur les émissions de gaz à effet de serre. Le point derrière ça, je pense que l'idée, en tout cas, l'implicite dans l'approche qu'on développe au sein de l'équipe, c'est que d'une certaine façon, il faut dépasser les arguments moraux. On sait que d'un point de vue éthique, il n'y a même pas de débat éthique. Les pays les plus émetteurs sont ceux qui sont les moins impactés par le changement climatique. Les moins responsables sont les plus impactés, ont le moins de ressources pour y faire face. Enfin, il y a un cadrage éthique qui fait qu'on a toutes les raisons pour agir, on devrait le faire. Ça ne suffit pas, en tout cas le cadrage éthique ne suffit pas. On essaie quelque part de montrer qu'il y a aussi des raisons purement égoïstes à agir pour le climat. Maintenant, c'est ce qu'il faut, je pense, c'est cette prise de conscience qu'il faut pour ensuite aboutir à des dispositifs politiques de mise en place de principes pollueurs-payeurs, par exemple. J'ai une question sur la démo où tu présentes les modélisations dans les différents secteurs. Moi, j'aime bien faire des liens et je me dis, est-ce que pour l'instant vous en êtes à faire... Ouais, moi, je crois que c'était... non, c'était... Celle-là Non, c'est vrai qu'il y avait qualité de l'air, activité physique, espace vert. Oui, très bien. Et je me dis, pour l'instant, les modèles, c'est par variable, qualité de l'air. Et est-ce que... Et en fait, il y a
il y a des choses qui peuvent interagir. Et est-ce que ça, c'est prévu de... Enfin, où est-ce que vous l'avez déjà fait ? De mettre, par exemple, moi je m'intéresse à l'activité physique, mais la qualité de l'air a un impact, les espaces verts, et il y a des formes d'interaction potentielles. Et est-ce que ça, c'est déjà... C'est l'étape 2, en tout cas. C'est quelque chose qu'on a beaucoup identifié, qu'on aimerait faire. L'idée, c'est déjà de, on va dire, secteur par secteur, déterminant la santé par déterminant de la santé, vraiment arriver à mettre en place les chaînes de modélisation. Et ensuite, il nous faudra passer par d'autres modèles. Là, c'est plus de la simulation de cohorte, même pouvoir simuler des co-expositions au sein des mêmes individus. Et c'est quelque chose qu'on a en ligne de mire, effectivement. On commence à essayer de travailler. Alors, c'est rarement facile parce que les éléments épidémiologiques ne sont pas toujours présents pour dissocier l'un et l'autre. Parfois même, sur la seule qualité de l'air, Santé publique France nous dit qu'on ne peut pas tout simplement additionner les décès, NO2, PM. Enfin, il y a des enjeux de double compte, il y a des enjeux de synergie. C'est méthodologiquement compliqué. On commence à travailler sur les co-expositions qualité de l'air et bruit, avec à la fois des enjeux de double compte là aussi, des enjeux de synergie possibles, d'interaction, de synergie. Et donc oui, en tout cas c'est quelque chose vers lequel on veut aller. Merci. Oui, merci pour votre intervention bien intéressante et je suis assez d'accord sur la convergence. Et si je comprends bien, vous voulez utiliser la santé comme un élément du plaidoyer pour agir sur le changement climatique et je trouve ça intéressant. Vu de la santé publique, c'est vrai qu'on ne va pas chercher nous le changement climatique, mais quand on travaille sur la qualité de l'air, il faut, et la Santé publique France y long avec les études qualitatives d'impact sanitaire, on fait aussi du plaidoyer pour essayer de convaincre la collectivité territoriale, une ville, une région d'agir sur la pollution atmosphérique pour des raisons de santé. Et alors, la réalité, c'est qu'on se fait bâcher en permanence, parce que ça ne suffit pas à convaincre, à tel point que le Conseil d'État, à plusieurs reprises, a condamné l'État français pour inaction dans le domaine du changement. Et ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas les éléments du plaidoyer. Et il a fallu que le droit intervienne pour pouvoir pour faire en sorte que l'État agisse. Et donc, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'à mon sens, il faut bien sûr agir par le haut, parce que vous êtes très très macro, mais à l'échelon local, c'est extrêmement compliqué. Et on a beaucoup de personnes qui sont dans le déni total et qui nous disent « mais attendez, monsieur, l'espérance de vie dans notre pays, elle est excellente, et finalement, vous voulez gagner quelques mois d'espérance de vie, mais il n'y a pas urgence et on ne peut pas changer de mode de vie. » Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Et à mon avis, si on veut faire convergence, il faut le faire dans les deux sens pour pouvoir agir. Voilà. Et donc, les santé publiques, ils n'utilisent pas encore le changement climatique dans leurs éléments de plaidoyer. Ils jouent sur la morbidité et la mortalité. Point. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a quelques exemples de convergence. Et voilà, quand on parle de convergence, c'est des convergences d'objectifs, mais ça peut être des convergences d'acteurs, des secteurs également. Donc, on a le champ, pour l'instant, on va dire, si on veut caricaturer, on avait les acteurs du climat d'un côté, les acteurs de la santé publique de l'autre, qui menaient chacun un peu leur bataille. Et l'idée, c'est de dire que peut-être qu'il faudrait les coordonner, ces combats. On a un exemple que je trouve assez éloquent. L'an dernier, il y a eu la publication d'un rapport sur des régimes alimentaires sains et durables, qui était un rapport conjoint entre les réseaux Action Climat et la Société française de nutrition. Et dans l'histoire derrière ce rapport, on a des éléments assez importants qui expliquaient que suite à ce rapport, on avait quand même des prises de position beaucoup plus partagées entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement pour faire face au ministère de l'Agriculture. Ça n'a certes pas suffi, mais voilà, on voit quelque chose qui est en train de se mettre en place quand même, et j'ai l'impression que quand on y va en ordre, plutôt qu'en ordre dispersé, il y a plus de poids. Voilà, encore une fois, je ne dis pas que c'est suffisant. C'est toujours l'agriculture qui gagne, on l'a vu. Voilà. Mais bon, je veux dire, la mobilisation autour de la loi du plomb vient aussi de la convergence entre le monde de l'environnement et le monde de la santé d'un certain côté. Et c'est ça qui a permis, encore une fois, ce passage à l'échelle qui certes n'a pas été suffisant, mais qui peut-être est le début de quelque chose. Pour enfoncer ton clou, tout à l'heure je parlais pendant l'Assemblée Générale de la coalition autour de la stratégie nationale d'alimentation, nutrition, climat, la SNOC, dont nous faisons partie. Donc il y a une centaine d'organisations, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que
La SNANC a été adoptée, mais le collectif continue d'exister et a une volonté. Et encore une fois, je le disais, ça brasse des gens, ça brasse des associations d'agriculteurs jusqu'à la SFSP, en passant par toute une kyrielle de gens dont la focale première n'est pas la santé, qui en fait essayent de penser ensemble. Donc j'invite les adhérents de la SFSP que ça intéresse à venir travailler dans ce chantier parce qu'il est passionnant. Le collectif a plutôt envie de continuer précisément pour être dans une convergence de points de vue et de propositions et de positionnement intersectoriel. Et d'ailleurs, les gens qui sont venus nous chercher pour la loi du plomb sont des gens qui travaillent sur l'environnement, initialement. Ce ne sont pas des acteurs de la santé. Parenthèse, mais c'est pour dire qu'effectivement c'est à l'œuvre. Et on peut occuper une place là-dedans, si on le veut. Enfin, l'espace est largement ouvert, sachant qu'on a envie de travailler avec nous. Voilà. Bon. Emmanuel. Je rajouterai un point en disant que là-dessus, en discutant avec des acteurs plutôt du monde de l'environnement, qui eux s'intéressent de plus en plus à des questions de santé pour des aspects tactiques d'une certaine façon, on a l'impression que là, il y a un truc où la question de la santé environnementale peut devenir bancable politiquement dans un contexte de campagne politique, électorale à venir. Là, on peut parier, peut-être on va voir, enfin en tout cas c'est un pari, que certains candidats ou certains groupes politiques peuvent se saisir de cet objet parce qu'on sent qu'il y a quand même une demande forte du côté du grand public, qui se traduit pas, il y a un déni là, en ce moment du côté des pouvoirs publics qui est affolant, mais ça génère paradoxalement une demande qui, quelque part, peut intéresser des acteurs politiques dans les prochaines séquences. Moi, c'est une remarque par rapport à ce qui a été dit juste avant, de réussir à passer de la démonstration de connaissances vers l'action proprement dite. Et on avait eu, je travaillais à l'IRDEX, qui a fait un travail prospectif sur un peu, mais plus sur les maladies chroniques, comment on adapte le système de santé. Et ils se posaient les mêmes questions de connaissances qu'on a depuis longtemps et de passer à l'action qui est parfois difficile. Et eux, ce qu'ils mettaient en avant dans leur discussion, c'était le fait de réussir à montrer parfois les différences entre territoires sur certains sous-domaines, en disant, là par exemple, au niveau de la France, sur l'action, on n'est pas bon du tout, quoi. Par rapport aux Anglais, eux ils ont notre organisation et ça marche. Et je trouve que potentiellement pour des objectifs qui sont parfois un peu macro, un peu difficiles à percevoir, avoir ces comparaisons entre territoires sur des sujets spécifiques, sur lesquels un pays même plus fin. Par exemple, pour sortir de ces arguments, en France on n'est pas responsable, on a une clé, on ne peut pas. Ouais, mais peut-être que sur l'agriculture, par contre, on utilise beaucoup plus. Et là, par rapport à je sais pas quel pays qui ont mis en place des solutions, en fait, il y a des choses qui ont été faites et ça marche et c'est beaucoup plus concret. Voilà. Je pense que cette connaissance à l'action, Ouais, okay. Et c'est un débat qu'il y avait aussi en santé dans d'autres domaines. Ouais, très bien. Je prends la remarque. Enfin, voilà, je suis d'accord. Je vais pas. J'ajoute juste que, dans le domaine de la santé environnementale, à l'heure actuelle, on est dans le Schwarz. On n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus. Santé publique France travaille pour faire un Global Burden of Disease des facteurs environnementaux avec l'Université de Washington, justement, pour sortir un petit peu de cette ignorance construite et essayer justement de voir où on se situe sur différents aspects. J'avais peut-être une question. Voilà. Emmanuel Rouge. Je trouvais votre démonstration très, très convaincante, et je trouvais que j'y adhère tout à fait. Du coup, ma question est plutôt sur... je vois bien l'intérêt d'associer le plaidoyer climat et le plaidoyer santé. La question que je me pose, c'est finalement comment est-ce qu'on rassemble ça, comment est-ce qu'on fait résonner ces éléments-là avec des modèles de prise de décision. Parce que finalement, quand vous évoquez les deux arguments qui sont le côté court-termiste, le fait de privilégier le temps présent au temps futur, et puis l'aspect passager clandestin, on voit bien, il me semble voir les théories, entre guillemets, microéconomiques, et pas forcément des théories de prise de décision collective. Et je me demandais si vous aviez, vous,
si vous faisiez des liens avec des modèles de décision au sens des pouvoirs publics et des politiques publiques. Je suis assez d'accord sur l'idée, c'est assez convaincant sur le passage clandestin, ce que vous nous dites, et sur le côté préférence du présent, l'activité physique, c'est l'alimentation, tout ça, c'est quand même plutôt sur des maladies chroniques à titre individuel qui sont quand même pas forcément tout de suite en termes de résultats de santé. Pour partie, pour la qualité de l'air peut-être, mais bon, voilà. Les physiques, ça va. Voilà. Ça peut se discuter en tout cas, je suis d'accord. Voilà, mais du coup, est-ce que vous allez chercher des modèles de prise de décision publique finalement, parce que certes, c'est important de convaincre le citoyen. Comment est-ce qu'on peut, et c'était, je pense, la remarque de François, mettre en mouvement la société civile au travers de liens entre différentes associations, etc. Et puis après, il y a comment la société civile interagit avec les pouvoirs publics, en fait. C'est ça aussi. Et où la démocratie directe peut éventuellement agir aussi. Alors, une des réponses, on a un projet en cours qu'on développe avec un consortium, avec des économistes et des politologues justement, de déclinaison de ces outils à l'échelle vraiment locale pour les collectivités territoriales. Aussi avec l'idée qu'on a dans la planification territoriale pas mal d'opportunités, de moments d'opportunité ou d'outils de planification, que sont les PCAET, que sont les PLU, pour lesquels on pourrait faire rentrer, en tout cas si on avait les outils pour, ces enjeux de santé publique et d'impact à la fois sur la santé, mais également sur des dimensions socio-économiques, ce qu'on fait avec l'équipe d'économistes. Donc d'une part, il y a un enjeu de développer des outils pour pouvoir le faire, et ensuite d'étudier un petit peu les prises de décision à l'échelle des collectivités territoriales et ces moments d'opportunité. Voilà, est-ce que finalement il vaut mieux, est-ce que c'est pas le moment pour des acteurs de santé ou pour des personnels techniques, des mairies, de profiter de ces moments de mise à jour des PCAET, de mise à jour des PLU, pour justement s'engouffrer dans ces sujets et espérer faire bouger les lignes et prendre en compte toutes ces dimensions. Donc voilà, on ne le fait pas encore, c'est un projet qu'on vient de soumettre, on espère qu'il sera financé, et voilà, et on s'appuie sur des politistes pour le faire. Mais pas sous l'aspect théorique, plutôt là sous l'aspect analyse des politiques publiques plutôt que... J'ai une question. Elisabeth Devancier, Société francophone de santé environnement. Les effets peuvent se faire sentir à partir des politiques menées, et ça, de la science à la décision, beaucoup de gens en parlent, mais aussi d'une manière, en agissant sur les citoyens. Et la question, c'est sur quelle corde il faut appuyer pour que les gens, les citoyens, les monsieur, les Y, agissent, parce qu'ils peuvent aussi agir de leur propre chef. On sait que les gens deviennent végétariens, qu'ils font plus de boulot, mais il faut insister sur ce genre de mesures et sur comment ça. C'est de la communication. Mais très bien. Alors, c'est pas. Et je crois que j'ai plus de base dans le mien. Il faut que je l'atteigne, je le rate. C'est bon? Non, je crois que. En tout cas, il s'arrête. Je vais changer. Merci. Alors, dans certains secteurs d'activité, on essaye de réfléchir à des stratégies d'intervention. Dans le secteur des transports, comment on change les habitudes pour adopter plus facilement les transports actifs, comment on intervient dans le secteur de l'alimentation pour une alimentation plus saine et plus durable. Les théories de changement de comportement nous disent qu'il faut viser 3 objectifs à la fois. En tout cas, il y a 3 grands leviers. Le levier des connaissances ou des capacités, donc il faut diffuser l'information. Il y a le levier de l'environnement de choix. Par des politiques publiques, faire en sorte que le choix le plus sain et le plus favorable à l'environnement soit le plus facile. Et ça, on le connaît dans l'alimentation, c'est des options, les options par défaut à la cantine, par exemple, vous connaissez ces choses-là. La cantine, si vous voulez manger végétarien, il faut souvent demander au cuistot d'enlever le steak de l'assiette. Alors qu'on pourrait faire l'inverse, on pourrait par défaut donner une assiette végétarienne, et si on veut du carné, on demande le steak. Et ça, on sait que ça marche incroyablement. Le changement est drastique, ça conserve la liberté de choix. Donc ça, c'est l'environnement de choix. Et le troisième, c'est la motivation. Il faut faire en sorte d'ancrer un petit peu ces changements, d'en donner envie. Et ça peut passer par, on sait ce que c'est, Drive January, mais à vélo, ce sont des challenges collectifs qui ancrent ça dans la motivation. Et ce qui marche le mieux, c'est quand on joue
sur ces 3 types de leviers à la fois, donc connaissance, environnement enfin opportunité, connaissance, environnement et motivation. Je ne sais pas si ça répond à... Alors, moi j'ai une dernière question peut-être pour la fin. Nous arrivons à la fin, mais d'où tu es toi et vu tous les cercles que tu as amené à fréquenter depuis au moins un an pour présenter ça et d'autres trucs, la perspective de coalition puissante, elle te semble atteignable, pas atteignable, à relativement court terme, c'est-à-dire que ce dont on parlait là, c'est des choses voilà, qui te semblent faisables, les gens ont envie, ils font. Comment est-ce qu'on mobilise dans l'année qui vient? Tu l'as dit un peu sur la reprise par des candidats, et on voit à peu près quel candidat ça va être. Hein. Mais bon, au-delà de ça. Ouais. Non, mon sentiment, c'est que, donc vous l'avez compris, dans ce qu'on fait, dans nos travaux, on rentre vraiment par la porte au climat. Mais de manière générale, dans le grand public, il y a un lien qui est beaucoup plus homogène entre des enjeux environnement, pollution chimique, pollution des sols, pollution de l'air et climat. Voilà, c'est quelque chose qui est vu comme un tout, que nous on sépare un petit peu de manière artificielle. Et bref, sur le champ de la santé environnementale au sens large, on a eu une succession d'affaires ces derniers temps, entre le refus du Nutri-Score, entre le cadmium, enfin, la loi du plomb, le cadmium, enfin, ça fait une petite accumulation qui fait que là, je ne sais pas si c'est un sentiment, une analyse ou juste un espoir, là, il y a quand même quelque chose qui fait que ça commence à se voir quoi, dans la population, et que je pense qu'on est, enfin, en tout cas j'espère qu'on est peut-être pas loin d'une sorte de point de bascule dans justement la demande politique, en tout cas sur ces enjeux-là. En fait, j'ai une question plus précise encore. Non mais parce que tout le monde dit, dans la santé, il faut faire de l'intersectoriel, etc. Et puis parfois, quand on arrive et qu'on dit, bah oui, mais du coup, si on veut atteindre ça, il faut aller s'intéresser, par exemple, au système agricole. Ça n'a rien à voir, a priori, avec la question de santé. Et ça qui manipule des enjeux très loin, très éloignés de ce dans quoi sont versés la plupart des gens de nos entourages proches, de la CFSP, on peut vite atteindre des résistances. Non mais quoi, nous, on va s'intéresser, parce que du coup, ça touche au mode de production, au mode de rémunération, c'est-à-dire dès lors que, je le dis de façon proverbe, parce que j'entends des choses comme ça. La santé publique veut faire de l'intersectorialité, mais dès qu'on lui dit, ah bah attention, parce que du coup, ça veut dire que vous allez devoir vous intéresser, y compris à des questions qui vous semblent extrêmement loin, toi t'as déjà dit, ah non, je vais surtout pas aller là-bas. Et moi, ça me semble un obstacle. Comment est-ce qu'on peut déplacer ce genre d'obstacle? Je sais pas, alors. À plusieurs. Enfin, une réponse à un niveau. Dans le diagnostic, en tout cas, ce point-là, pour moi, il commence à être fait. C'est-à-dire que pendant très longtemps, sur des questions de santé publique, on savait que le verrou était plutôt du côté de Bercy, ou je sais pas. Maintenant, on sait où est le verrou sur plein de questions de santé environnementale, et ça, je pense que c'est largement partagé comme constat. Que le ministère de l'Agriculture bloque beaucoup de dimensions, beaucoup de mesures en faveur de la santé environnementale. Et ça, c'est déjà un constat ou un diagnostic qui commence à être largement partagé, j'ai l'impression. C'est peut-être un effet de halo. Maintenant, comment on fait en sorte que des acteurs de la santé publique aient envie d'aller au charbon sur ces sujets-là? Ouais, non, j'ai pas forcément la réponse. On commence à en voir quand même, les cancérologues, tu parles de cancer backlash, qui désignent là aussi clairement les résistances, les acteurs du déni, dans les acteurs de la biodiversité, de la protection de l'environnement et de la biodiversité, là aussi, le lien avec des questions agricoles est largement fait. Donc, je suis pas, en tout cas, je sais pas, je pense que ce saut est pas si difficile à faire, d'autant qu'on a quand même déjà ces petites réunions qui existent à plein d'endroits.